entrecoupés. Le prince n'entre point dans de routes nouvelles sans en bien observer tous les lieux d'alentour, et son ingénieux amour, qui songeait au retour, en fit une carte fidèle. Dans un bocage sombre et frais, enfin la bergère le mène, où de dessous ses branchages épais, il voit au loin dans le sein de la plaine les toits dorés de son riche palais. S'étant séparé de la belle, touché d'une vive douleur, à pas lents il s'éloigne d'elle, chargé du trait qui lui perce le cœur. Le souvenir de sa tendre aventure avec plaisir le conduisit chez lui, mais dès le lendemain il sentit sa blessure et se vit accablé de tristesse et d'ennui. Dès qu'il le peut il retourne à la chasse, où de sa suite adroitement il s'échappe et se débarrasse pour s'égarer heureusement. Des arbres et des monts les cimes élevées, qu'avec grand soin il avait observés, et les avis secrets de son fidèle amour, le guidèrent si bien que malgré les traverses de 100 routes diverses, de sa jeune bergère il trouva le séjour. Il sut qu'elle n'a plus que son père avec elle, que Grisélidis on l'appelle, qu'ils vivent doucement du lait de leurs brebis, et que de leur toison, qu'elles seules elles filent, sans avoir recours à la ville, ils font eux-mêmes leurs habits. Plus il la voit, plus il s'enflamme des vives beautés de son âme. Il connaît en voyant tant de dons précieux que si la bergère est si belle, c'est qu'une légère étincelle de l'esprit qui l'anime a passé dans ses yeux. Il ressent une joie extrême d'avoir si bien placé ses premières amours. Ainsi, sans plus tarder, il fit dès le jour même assembler son conseil et lui tint ce discours. Enfin, aux lois de l'hyménée, suivant vos vœux, je me vais engager. Je ne prends point ma femme en pays étranger. Je la prends parmi vous, belle, sage, bien née, ainsi que mes aïeux ont fait plus d'une fois. Mais j'attendrai cette grande journée à vous informer de mon choix. Dès que la nouvelle fut sue, partout elle fut répandue. On ne peut dire avec combien d'ardeur l'allégresse publique de tous côtés s'explique. Le plus content fut l'orateur, qui par son discours pathétique croyait d'un si grand bien être l'unique auteur, qu'il se trouvait homme de conséquence. Rien ne peut résister à la grande éloquence, disait-il sans cesse en son cœur. Le plaisir fut de voir le travail inutile des belles de toute la ville pour s'attirer et mériter le choix du prince leur seigneur, qu'un air chaste et modeste charmait uniquement, et plus que tout le reste, ainsi qu'il l'avait dit 100 fois. D'habit et de maintien toutes elles changèrent, d'un ton dévot elles toussèrent, elles radoucirent leur voix, de demi-pied leurs coiffures baissèrent, la gorge se couvrit, les manches s'allongèrent, à peine on leur voyait le petit bout de doigt. Dans la ville avec diligence, pour l'hymen dont le jour s'avance, on voit travailler tous les arts. Ici se font de magnifiques chars, d'une forme toute nouvelle, si beaux et si bien inventés, que l'or qui partout étincelle en fait la moindre des beautés. Là, pour voir aisément et sans aucun obstacle toute la pompe du spectacle, on dresse de longs échafauds. Ici de grands arcs triomphaux, où du prince guerrier se célèbre la gloire, et de l'amour sur lui l'éclatante victoire. Là sont forgés d'un art industrieux ces feux qui par les coups d'un innocent tonnerre, en effrayant la terre, de 1000 astres nouveaux embellissent les cieux. Là d'un ballet ingénieux se concerte avec soin l'agréable folie, et là d'un opéra peuplé de 1000 dieux le plus beau que jamais ait produit l'Italie, on entend répéter les airs mélodieux. Enfin du fameux Hyménée arriva la grande journée. Sur le fond d'un ciel vif et pur, à peine l'aurore vermeille confondait l'or avec l'azur, que partout en sursaut le beau sexe s'éveille, le peuple curieux s'épand de tous côtés, en différents endroits des gardes sont postés pour contenir la populace et la contraindre à faire place. Tout le palais retentit de clairons, de flûtes, de hautbois, de rustiques musettes, et l'on n'entend aux environs que des tambours et des trompettes. Enfin le prince sort entouré de sa cour. Il s'élève un long cri de joie, mais on est bien surpris quand au premier détour de la forêt prochaine on voit qu'il prend la voie, ainsi qu'il faisait chaque jour. Voilà, dit-on, son penchant qui l'emporte, et de ses passions, en dépit de l'amour, la chasse est toujours la plus forte. Il traverse rapidement les guérets de la plaine, et gagnant la montagne, il entre dans le bois au grand étonnement de la troupe qui l'accompagne. Après avoir passé par différents détours que son cœur amoureux se plaît à reconnaître, il trouve enfin la cabane champêtre où logent ses tendres amours. Grisélidis, de l'hymen informé, par la voix de la renommée, en avait pris son bel habillement, et pour en aller voir la pompe magnifique, de dessous sa case rustique sortait en ce même moment. Où courez-vous si prompte et si légère?
lui dit le prince en l'abordant et tendrement la regardant. Cessez de vous hâter, trop aimable bergère. La noce où vous allez, et dont je suis l'époux, ne saurait se faire sans vous. Oui, je vous aime et je vous ai choisi entre 1000 jeunes beautés pour passer avec vous le reste de ma vie, si toutefois mes vœux ne sont pas rejetés. Ah, dit-elle, Seigneur, je n'ai garde de croire que je sois destinée à ce comble de gloire. Vous cherchez à vous divertir. Non, non, dit-il, je suis sincère. J'ai déjà pour moi votre père. Le prince avait eu soin de l'en faire avertir. Daignez, bergère, y consentir, c'est là tout ce qui reste à faire. Mais afin qu'entre nous une solide paix éternellement se maintienne, il faudrait me jurer que vous n'aurez jamais d'autre volonté que la mienne. Je le jure, dit-elle, et je vous le promets, si j'avais épousé le moindre du village, j'obéirais, son joug me serait doux. Hélas, combien donc davantage si je viens à trouver en vous et mon seigneur et mon époux. Ainsi le prince se déclare, et pendant que la cour applaudit à son choix, il porte la bergère à souffrir qu'on la part des ornements qu'on donne aux épouses des rois. Celles qu'à cet emploi leur devoir intéresse entrent dans la cabane et là diligemment mettent tout leur savoir et toute leur adresse à donner de la grâce à chaque ajustement. Dans cette hutte où l'on se presse, les dames admirent sans cesse avec quel art la pauvreté s'y cache sous la propreté, et cette rustique cabane que couvre et rafraîchit un spacieux platane leur semble un séjour enchanté. Enfin de ce réduit sort pompeuse et brillante la bergère charmante. Ce ne sont qu'applaudissements sur sa beauté, sur ses habillements. Mais sous cette pompe étrangère, déjà plus d'une fois le prince a regretté des ornements de la bergère l'innocente simplicité. Sur un grand char d'or et d'ivoire, la bergère s'assied pleine de majesté. Le prince y monte avec fierté, et ne trouve pas moins de gloire à se voir comme amante assise à son côté qu'à marcher en triomphe après une victoire. La cour les suit, et tous gardent le rang que leur donne leur charge ou l'éclat de leur sang. La ville, dans les champs presque toute sortie, couvrait les plaines d'alentour, et du choix du prince averti, avec impatience attendait son retour. Il paraît, on le joint, parmi l'épaisse foule du peuple qui se fend le char à peine roule. Par les longs cris de joie, à tout coup redoublés, les chevaux émus et troublés se cabrent, trépignent, s'élancent et reculent plus qu'ils n'avancent. Dans le temple on arrive enfin, et là, par la chaîne éternelle d'une promesse solennelle, les deux époux unissent leur destin. Ensuite au palais ils se rendent, où 1000 plaisirs les attendent, où la danse, les jeux, les courses, les tournois répandent l'allégresse en différents endroits. Sur le soir, le blond hyménée de ses chastes douceurs couronna la journée. Fin de la première partie de Grisélidis.